Ah. Alors, bonjour, je m'appelle Mika Satan, je suis la présidente de la Société historique de Saint-Boniface. Alors, nous reconnaissons que nous travaillons et vivons sur le territoire du traité numéro 1, terre ancestrale des nations Anishinaabe, Anishinaabe Inuit, Nahiyawa, Nakoda, Dakota, Oyate, au cœur de la mer Patrick de Métis Gaïkiaïk. Les reconnaissances de cette terre et cette eau lindis, nous eaux provenant du lac Chaude. Nous reconnaissons les préjudices historiques et continus causés aux peuples autochtones, y inclut les Premières Nations métis et des Inuits, par le gouvernement, les églises, les institutions et les colons dans le contexte de la colonisation, des tentatives d'assimilation, y compris le génocide des pensionnats. Concernant notre position en tant qu'institution culturelle franco-manitobaine et dans le contexte des initiatives de vérité et de réconciliation, nous conservons des collections pertinentes, compris ceux de l'Église catholique. En conséquence, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les survivants, leurs familles et leurs communautés pour faciliter l'accès à cet objet. Ce soir, nous allons avoir une présentation de M. Philippe Maillat, docteur Philippe Maillat. Philippe et moi avons une longue histoire ensemble. On s'est rencontrés, je pense, en 1985. On était tous les deux étudiants en doctorat à l'Université du Manitoba. Les seuls deux francophones programme, j'ai l'impression. Lui travaillait sur la gang de métis de Saint-Lambert, d'État des Richards. Moi, je travaillais sur la gang de métis de Saint-Laurent. Alors, on était en concurrence, en stable pour et on avait le même directeur. Puis, j'étais supervisor, alors on essayait de voir et je n'ai pas fini de courir. Bon, c'était plat, mais enfin, ça arrive. Et après ça, on s'est quand même gardé un peu en vue, moi, mais Philippe a fait carrière en bouche-doigt public. Il est devenu directeur du musée Saint-Boniface. Moi, j'ai été du côté les plus académiques. Mais on s'est retrouvés, puis on s'est retrouvés de plus en plus ces dernières années. On était tous les deux sur le CA de la Société historique. Et on se voit vraiment ces dernières années qui font comme on s'est fait entendre, en fait. Il me fait plaisir ce soir de vous accueillir pour écouter, ça fait longtemps que j'en entends parler, la conférence de Philippe sur son patate. Ok, voilà. Bon. Merci, bonsoir. Et ceux qui sont à l'écoute sur Facebook. Ce projet-là, pour moi, c'est un projet de vérité. Ça faisait des années que j'en pensais un petit peu pour le faire. Mais, tu sais, on a toujours d'autres choses qui se passent, etc. Et finalement, avec la décès de ma mère, puis une de mes nièces qui m'avait téléphoné, ou elle m'a envoyé une petite note qui me disait, c'est vrai, peut-être, quand il était dans l'armée, ce qui était en guerre, ce qui était un combattant, yeah. So, j'ai décidé, c'était le temps vraiment de me planter puis essayer de faire des recherches. Comme enfant, on savait qu'il était ça. On savait qu'il était fier membre du 22 régiment, comme il est 22. Mais lui, il n'en parlait pas du tout. Il y avait des petites anecdotes ici, là, assez anodines, mais pas de détails. Pas de détails du tout. Puis, l'autre chose, c'est que c'était pas quand il voulait oublier c'est comment dire en anglais, en hindsight, là, je comprends aujourd'hui qu'il y avait un petit peu de traumatisé. Parce que, soit il portait de colico, mais le 11 novembre, là, il y avait son petit business pris bien dans le garage, là, puis caché, il était pas là, on ne le voyait pas. Il travaillait comme un fou ces jours-là. Il était pas vraiment un participant dans les Legion Halls, tu sais. Puis j'avais demandé en fait, tu sais, des gens, tu vas dans il me dit, moi je t'ai dit derrière, tu sais, passer du temps, vers tu guerres avec des gens qui vont s'en parler comment, si tu as des aliments par des centaines, quand tu sais que ces gens-là, ils n'ont rien vu. Il dit, vous autres qu'on a vu quelque chose là,
on en parle. Puis c'est un petit peu ça l'attitude. Comme ça, on connaissait pas l'histoire. Sauf que il était dans la guerre en Italie, avec les vins lousses. Mon père est né un 4. Il est décédé à l'âge de 60 ans, au mois de septembre 84. Comme ça, même par autant que les autres littéraires de cette époque-là, ils ont commencé à parler de ces événements-là. Tu sais, Saving Private Ryan, il avait sorti, puis il y avait comme tout à coup les vétérans du Deuxième Guerre mondiale qui disaient, ben, si nous autres racontons nos histoires, la personne qui va le faire. Comme ça, il y avait tout un phénomène de vétérans qui commencent à publier. Ici au Canada, tu sais, toutes sortes d'historiens ont commencé à écrire des livres portant sur les forces canadiennes en la Deuxième Guerre mondiale qui n'existaient pas à cette époque. Mais tout simplement, pour moi-même, je voulais savoir son histoire de guerre pour ma propre curiosité, parce que je ne le savais pas. Puis aussi, je voulais partager ça avec mes enfants, 2 qui sont ici à soir, puis mes frères et sœurs, 2 qui sont ici à soir aussi. So, c'est un petit peu ça. J'ai jamais eu d'intention de publier. C'est pas que ça que je veux faire, c'est quelque chose que je peux laisser, on va dire, à la descendance. Les sources. Ben, on avait des anecdotes, des souvenirs à la maison. J'ai trouvé certains livres comme l'histoire du 22e régiment. J'avais passé à mon père avant qu'il ait tombé vraiment malade. Et lui, il y avait juste des petits checkmarks qui en s'appelaient, un nom ici et là. C'est vraiment tout ce que que j'ai jamais eu la chance de dire, OK, pourquoi que, tu sais, souligné ça? Tu sais, j'ai jamais eu cette chance. Il y a des sources publiées que j'en ai apporté qui déjà s'asseoir. Aussi, il y a ce qu'ils appellent des journaux de guerre, the War Diaries. Ça, c'est des journaux maintenus par le régiment elle-même pendant la guerre. Puis, des fois, c'est minute par minute. 11h02, c'est compagnie et company reports, blablabla. 11h05, on appelle ça communication radio. 11h40, on sait pas ce qu'ils sont. On suit ça, mais c'est vraiment détaillé. Et aussi, qu'est-ce qu'on appelle les dossiers du 4, qui est un petit peu plus élevé que ça. Mais une chose qui était assez importante, c'était les lettres. Il y avait écrit des lettres à ma mère, puis ça, c'était mon touché si pardon, mais ça. Mais toutes ces lettres-là sont parties. Je vais en parler. Mais il écrivait à sa sœur Jacqueline. Moi, j'ai toujours pensé que mon père il a passé de guerre dans le peloton numéro 7, parce qu'il y avait une livre de peloton chez nous avec tous les noms des gens qui étaient dans ce peloton-là. Mais dans les lettres envoyées à Jacqueline, dès février 44, quand il est rentré avec le 21 ans, jusqu'au mois de février 45, il était toujours peloton numéro 8. Et après ça, il est venu le nom du peloton numéro 7. Sans ça, ça a été vraiment difficile de suivre son affaire parce que je savais que j'étais poursuivi le mauvais peloton. Avant de commencer, je veux dire que, sauf qu'il était mon père, ce qui veut dire que c'était un homme extraordinaire, bien aimé, etc., amusant, il travaillait comme un peu toute sa vie, etc. J'ai rien prouvé dans mes recherches pour dire que lui était un soldat extraordinaire, quelqu'un qui était un héros, qui a des grandes médailles, tout ça. C'était juste un autre soldat. Puis, en pensant à ce projet-là, dernièrement, je commence à penser, c'est non seulement un projet où je peux souligner le rôle de mon frère, mais en même temps de souligner le rôle de des centaines, de des milliers d'autres hommes, des Canadiens, des Britanniques, etc., qui se portaient comme volontaires dans cette bataille. Pour ça, c'est une histoire d'un soldat cité. Puis, assez souvent, on ne connaît pas l'histoire des soldats cités. On connaît les grandes batailles, on connaît des héros, etc. C'est un petit peu ça. Rien trop spécial, sauf que il est arrivé au front italien au mois de février 44. Par le mois de juillet, fin juillet, il est devenu acting corporal. Le mois d'octobre, il est confirmé comme corporal.
Le mois de janvier 45, Lance Sergeant. Le 8 février 45, Acting Sergeant. Et le 20 février, Acting, le 8 février, Lance Sergeant. Acting Sergeant, le 20 février. Puis tout ça est confirmé à la fin de la guerre. Puis quand il est devenu sergent, acting, c'est là qu'il a changé de peloton. Parce qu'un sergent, c'est le gars. Les pelotons, en théorie, c'est le lieutenant qui est en charge. Mais c'est le lieutenant qui va rencontrer les officiers, puis les officiers vont dire, ben OK, on comprend cette côte-là, puis puis la raison qu'on fait ça. Après ça, le lieutenant qui est tout bien formé, bon, c'est à travers des écoles des officiers, etc. Il arrive, il passe ça au sergent, puis après ça, c'est le sergent qui s'en charge. C'est lui vraiment. C'est mon père, il a perdu pendant cette année et demie de guerre, il a perdu 4 lieutenants. Les lieutenants se faisaient tuer parce que les autres, ils n'avaient pas d'expérience de bataille, etc. C'est vraiment les sergents qui géraient les pelotons, puis les pelotons, c'était les Brooklyn Trumpers. J'ai eu la chance, ça fait peut-être une dizaine d'années, de parler avec un des anciens officiers du régiment, est devenu majeur en Italie. Il ne se souvenait pas de mon père comme tel. Mais il disait, si je l'avais promu comme sergent, ça veut dire qu'il était un autre fonction. En terre de mon père comme un big deal, c'est plus ou moins limité à ça. Mais il y a une citation d'un livre écrit par un autre majeur du régiment. Ce livre-là, il est écrit 696 heures d'enfer avec le 22e régiment, qui parle des batailles, commencement du mois de septembre 44. Mon père n'était pas là, il était inscrit au school, mais Poulet écrit « Tout fantasin qui a vu le feu et son devoir jusqu'au bout est un héros qui mérite d'être décoré. Je conçois fort bien que tout ne peut être décoré. Mais il faut songer aussi que des milliers d'actes de bravoure sont passés inaperçus dans la confusion du combat. Il faut songer que de nombreux faits d'armes sont restés ignorés pour une raison ou d'une. Lorsque je vois un homme qui porte une décoration, je songe toujours à ceux qui l'ont aidé à la gagner et qui ne sont plus là pour en partager la gloire. La bravoure est quelque chose dont on ne peut ni parler ni écrire avec élégance. C'est quelque chose qui s'accomplit. Comme ça, il y a des milliers d'hommes qui ont fait toutes sortes de choses, faits héroïques en face des grands dangers de cette époque, qui ne sortent pas avec des grandes médailles, etc., ou parfois devenir des nageurs, etc. So, c'est un petit peu ça le contexte. Paul, il est né à Gravébourg le 7 septembre 1924, fils de Jacob Mayotte et Germaine Grenon, puis c'est une des familles fondateurs de Paris. Jacob, il était handicapé depuis ses 20 ans. Il a eu plusieurs attaques cérébrales, puis c'était une famille pauvre. Je demandais à mon père, il me disait, OK, dans les années, c'était difficile, les années de la crise, mon père, il dit, on a tout perdu dans les années, ouais. Les années perdues alors que différentes. On était pauvres, on peut tout pauvres faire des moyens. Lui et son frère jumeau, Léo, il était le 4e et 5e de 11 enfants. Il quitte son école à 14 ans, et à 9, pour travailler à plein camp comme boucher dans le magasin général de Viorel, lieutenant à Grelico. À l'âge de 16 ans, comme tout le monde à l'âge de 16 ans pendant la guerre, il fallait enregistrer. Les gouvernements canadiens à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les National Mobilization Resources Act. Tout le monde à 16 ans, il fallait s'inscrire, c'est telle date, puis comme ça, une fois qu'ils se rapprochaient de 17-18 ans, il était pour être rappelé pour le service, qui va, OK, on n'a pas besoin de toi, tu vas faire ci, puis ça, comme ça. Mais à 18 ans, il est enrôlé avec le South Saskatchewan Regiment, puis il a commencé un petit peu de formation. C'est des affaires de fin de semaine, c'est pas trop sérieux, mais une base de formation. Mais le 3 juin 1943, il sera à Regina pour se présenter et s'enrôler pour qu'est-ce qu'il y a
active service actif, il est prêt à aller outre-mer. Il veut devenir soldat, puis il va commencer avec les South Saskatchewan. Mais le lieutenant qui faisait l'entrevue avec mon père, il écrit ça. OK. Pense à nos enfants. Alors, les 17, 18 ans. C'est dans quel plan? Height, 5.5 inches. Weight, 119 pounds. Small in stature, but clean cut with dark hair and complexion. He is a hard-working and pleasant chap with a good attitude and is stable. M-test, such as the medical or intelligence test, indicates a good average learning ability and mechanical aptitude. Also good in math, but rather weak in English. Speaks French as much or more than English. His previous training, attitude, and general alertness should make him a good all-round soldier. Ça, c'est mon père à 8 ans. That's Nucky. On mangeait pas beaucoup dans les années 20. Comme ça, une fois enrôlé, il commence sa formation à Prince-Albert en Saskatchewan. Après ça, il sent plus ou moins première ronde de base, Prince-Albert. Après ça, Shiloh, c'est un petit peu plus avancé en termes de formation. Il arrive là le 3 septembre 1943. Mais une semaine après qu'il arrive, il s'en va. Je ne suis pas certain si c'était ici, le 24 septembre. Il se rend à Maple Creek, pas loin de Lac-du-Bonnet, pour visiter sa tante Léonie, puis donc Armand Tétrault. Il remporte, il prend l'autobus, il se met à Lac-du-Bonnet. Puis, OK, Maple Creek, ça se trouve. Albert, tu dis, il y a Joe avec son taxi, il va te conduire pour 5 piastres. Mon père, il dit 5 piastres, une piastre et demie par jour. Pour marcher, là, je ne suis pas prêt pour payer 5 piastres pour prendre un multiplier de taxi. Comme ça, il marche, ça va à qui? À travers de Bush. Et il arrive chez mon oncle, il n'avait pas des bons skiers. Il était 30, gelé, il marchait, blisters on his feet, toute la patente. Puis il y avait une jeune femme qui le voyait venir, c'était Félixine Limette, qui était l'enseignante à l'école de Lady Creek, qui restait chez Armand Pillot. Il a passé un jour là, ils ont aidé, etc. Ils ont décidé de dire, ben, OK, peut-être on va commencer à s'écouter. Il y avait déjà un girlfriend. Et les premiers 6 mois pendant qu'il est parti, je pense qu'il y avait encore cet autre girlfriend-là. Mais à fur et à mesure, là, Félixine Limette, il est devenu le mec. Ils se sont jamais vus de septembre 43 jusqu'au 20 juillet, commencement d'août 45. C'était juste les dates. Ils se sont fiancés 2 semaines après qu'il est retourné. So, ça, c'est un sidebar, là, c'est une autre histoire. On va raconter ça en me férie. Quand il était à Shiloh, il songeait d'être parachutiste. Mais à 119 livres, il était pas assez pesant. Parce que les autres, ils convaient, bah. Le 25 novembre, il part pour Halifax, puis il monte South Saskatchewan Regiment. Il arrive en Angleterre le 2 décembre 1944, puis il est considéré comme un remplaçant. Il est Canadian Infantry Replacement Key. OK? Puis il est encore avec le South Saskatchewan. Une fois qu'il arrive là, je pense pour 2-3 minutes, il était membre du Lake Superior Regiment. Mais après un peu de temps, là, ils ont fait ça. Puis, ils ont lié avec le TPCLI, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, qui était déjà en Italie. Puis, ils se transfèrent pour aller à l'Italie. Mais une fois qu'ils sont en Italie, il arrive là, puis il dit, ben OK, apparemment, le 22e régiment, ils ont besoin des remplaçants, puis ils ont besoin des gens qui sont soit francophones, soit bilingues. So, pouf, Statouk va devenir membre du 22e régiment. J'avais demandé une fois pourquoi, exactement, il dit, quand il était donné le choix, quel régiment d'aller avec, etc., il disait que je voulais arriver dans l'action aussi vite que possible. Comme ça,
Le 22e était déjà vraiment appliqué, etc. Puis il a décidé, c'est là que je viens. So, Frank. Là, campagne d'Italie. Dans les films américains, Titanic, etc., on parle assez rarement de la campagne d'été. Les alliés Titanic américains et Farmy m'ont envahi les Siciles en 43, le mois de juillet 43. Puis, ils montaient le bas de Thalie. Ils ont pris Rome 2 jours avant le jour J à Radidé. Puis c'est comme à ce temps-là dont on parlait de campagne. Mais une fois que le jour J a passé en Normandie, tout le monde, là, tous les journalistes, etc., ça peut leur camp. Ils voulaient aller couvrir la vraie guerre. Puis l'Italie s'est fait. Puis c'est encore ça, tu sais, demain, là, mais du souvenir, on va voir toutes sortes d'histoires de vétérans, puis etc. Puis on va parler du jour J, puis on va parler des grandes célébrations en Hollande, etc. Mais c'est vraiment rare qu'ils parlent d'Italie. Puis, juste au coin qu'il y avait une dame, Lady Astor, une Anglaise, supposément, il avait visité les troupes en Italie, puis eux autres, ils avaient été déjà en guerre, puis ça faisait presque 1 an. Puis, après 1 an, le spit and polish, qui est des disciplines, puis ça commence à se tailler. Et d'après elle, c'était des D-Day Dodgers. C'était des gars comme ils se cachaient en Italie, puis pas net, comme ça, pour éviter la vraie guerre. Puis eux autres, ils ont composé une chanson pour une scène de Lily Marlene, là, qui parle des D-Day Dodgers. Ça vaut la peine de trouver ça sur YouTube. C'est triste, mais c'est amusant même. Parce que d'après eux, on est arrivé à telle place, puis les Allemands nous attendaient avec des bouteilles de vin, party, puis le grand party, etc., etc. So, c'est un petit peu ça. Ça, c'est un autre contexte. Donc, pour essayer de suivre cette histoire-là, c'est OK. Faisait partie du Mediterranean Force. Ça, c'est les Américains, les Britanniques, etc. Faisait partie du 8e armée. Ça, c'est le fameux 8th Army sous Montgomery. Faisait partie du 3e corps, First Canadian Corps. Première division. Et dans chaque division, il y a 3 brigades d'infanterie. Il était dans le 3e brigade. Puis dans le 3e brigade, ils avaient le 22e régiment, et Carleton and York, du Nouveau-Brunswick, puis le West Nova Scotia Regiment. Lui, il faisait partie de A Company, compagnie A. 8e peloton, plus tard, 7e peloton. Puis à l'intérieur de chaque peloton, il y a des sections. Puis en termes de gérance qu'il y a à faire, il y a le lieutenant qui, supposément, il est en charge de la patente. Il y a les sergents, le sergent, puis peut-être le lance sergent, qui sont plus ou moins le boss de l'affaire. Puis après ça, vous avez les caporaux, lance corporals, etc., qui eux autres sont en charge des sections. Tout ça pour dire, quand je faisais mes recherches, c'était très rare que je pouvais trouver quelque chose qui disait, c'est peloton numéro 7 qui a fait ça, peloton numéro 8 qui a fait ça. Puis, assez souvent, il parlait d'un lieutenant, de peloton de lieutenant tel. Mais c'est rarement très clair. C'était en charge de quel peloton ce gars-là était. So, tout ça peut dire que faut vraiment essayer de naviguer. Puis moi, je suis plus historien de la Rivière Rouge que historien de Mitterrand. Ça, c'était un défi. Là, des 22, le 22e. C'est fait spécial, c'est. Formé en octobre 1914, il vient tout juste de célébrer l'anniversaire, suite à une commandite et demande de la part d'un Arthur Millot, qui était dans le business des faire aussi ici au Québec, parce qu'il voulait qu'il va avoir une unité francophone au sein de l'armée canadienne. Parce que quand la Première Guerre mondiale a commencé, vers 1914, au Canada, il y avait tout un système de, des milices, des types miliciens, des groupes ci, là, etc. Mais le gars qui était en charge, là, il dit non, laisse faire ça. On veut toutes les volontaires qui se présentent en Valcartier, au Québec, puis après ça, on va les organiser. Comme ça, c'était plus ou moins farfelu. Tu sais, OK, didn't matter where you were from, on va tout organiser ça, etc. Puis, on pourrait dire, à cette époque-là, l'armée canadienne, c'était vraiment British.
et des officiers britanniques, ça prend tout un système britannique. Comme ça, des petits Canadiens là, qui arrivaient là, ils sentaient un petit peu isolés dans leur affaire. Comme ça, ce gars-là, il a décidé, il a dit à Borden, OK, je vais vous donner 50 000 $ ou 100 000 $ pour former un bataillon canadien-français. Comme ça, le bataillon 22 est créé. Puis eux autres, ils ont fait des grandes choses en la Première Guerre mondiale. Même s'il y avait d'autres bataillons francophones qui ont été créés, une fois rendus, une fois ces hommes-là rendus outre-mer, ben, dans le budget. Comme ça, ils ont vraiment eu une grande réputation entre-guerres, dont eu le sobriquet Royal. C'était puis Royal, 22e régiment. Et les pauvres en vieille n'étaient pas dire fait 2, c'est les 22. C'est là où vient ce nom-là, les 22. Okay? Parce qu'il n'y a pas bondé un régiment canadien-français. Puis ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Canada, en 1914-1918, les Canadiens français au Québec, aller se porter volontaire pour sauver l'Empire britannique, là, ça n'a pas leur qui. Puis c'était mal vu par le restant du pays. Et le restant du pays, il n'était pas vraiment conscient du fait qu'au commencement, 3/4 de l'armée canadienne, là, en 1914, c'était soit des hommes nés en Angleterre ou des fils des gens nés en Angleterre. C'est le plus long qu'une famille restait, qui était déjà arrivée au Canada, le plus hésitant il était pour aller outre-mer. Comme ça, c'était pas juste les Canadiens français, mais des anglophones de 3e, 4e génération au Canada, là, aller faire la bataille for King and Country, connaissaient. Mais comme francophones, ces gens-là, c'est quand il fallait faire il fallait travailler 3 fois plus fort que les Anglais pour faire preuve de leur loyauté, de leur bravoure, etc., etc. Ça, c'était les durs. Qu'après, Jean Allard, qui était l'un des colonels du régiment à l'époque, puis il est devenu plus tard chef d'état-major des défenses canadiennes en 1966, il écrit, il veut parler beaucoup. Pourquoi le 22e était vraiment solide? Là. Il dit de la Gaspésie, de l'Apatie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay, de Québec, de Trois-Rivières, de la Mauricie, d'Ottawa, de Hull, du Manitoba, d'Edmonton, de Montréal, n'ayant entre un de commun que les noms, les noms de famille, et la langue, mais ils agissaient tout comme ils s'étaient frères des uns et des autres. Il a écrit aussi que les nouveaux arrivés, ils s'assimilaient très vite à l'unité. Puis il accoptait avec l'esprit du régiment. Mais ces traditions, etc., c'était un petit peu différent que les autres régiments. D'après, alors, il dit, le fameux skit and polish des Anglais faisait rire des gars qui l'appliquaient pourtant aussi bien que d'un second parti, mais sans y mettre le sérieux qu'ils croyaient remporter chez leurs voisins anglophones. Si un des nôtres laissait un peu trop tomber de discipline, nous, les officiers, prions rarement à tue-tête. Nous tournions plutôt l'affaire en ridicule. Notre type se sentait vite isolé et sa fierté régimentaire le faisait rentrer dans l'ordre. C'était et c'est toujours marqué la trivialité que certaines peuvent y voir une des différences. La langue qui transmet le mieux cet esprit, c'est pour nous, bien sûr, le français du Canada, compris du gaspésien comme d'après. Puis je peux être un petit peu témoin à cette. Moi, je fais des tournées avec des visiteurs, des tout au monde, etc. Mais quand les Québécois, quand j'ai un autobus, un Québécois, ben, c'est comme une paquette. Tu sais, ben, je les connais pas, je vais jamais les revoir, etc. Mais une fois qu'on parle, ben, tu sais, je connais ce nom, tu sais, on est comme une grande famille. Puis, j'imagine que c'était ça un petit peu qu'est-ce qui se passait. Plus tard, j'avais le plaisir de parler avec ce major Henri Tellier par téléphone, qui, comme je disais, il ne se souvenait pas de mon père comme tel, mais il était commandant du compagnon. Puis il disait, on n'était pas comme les autres régiments. Over the top boys for king and country. Il dit, si nous autres, on aurait fait ça,
De Gaulle nous aurait donné le doigt droit. Les officiers allaient d'avance, tournaient la tête et disaient, « Venez. » Ah, c'est comme ça. L'idée, c'est que les officiers, ils allaient expliquer pourquoi ils faisaient ça, parce que, puis, ils prennent en charge. C'était eux qui allaient d'avance, puis les soldats les suivent. Une autre perspective, c'était un gars qui s'appelle Lucien Côté, puis lui, il était soldat, il était un médic avec le 22e. C'est un gars, il a écrit une livre, c'est un expert rough around the edges, etc. Puis d'après lui, il dit, la discipline, s'il n'était pas toujours respecté sur la ligne de feu, sur le plan militaire, jamais une ordre n'était refusée, même s'il était donné par un caporal. La tenue vestimentaire et la propriété, qui ressemblait quelque peu négligée sur la ligne de feu, reprenaient leur poids quand nous étions là. Nos officiers, choisis parmi les nôtres, ne se croyaient pas sortis de la cuisse de Jupiter. Ils ne venaient pas des familles notables dans les peines. Ils ne croyaient pas posséder le summum de savoir et de l'intellect. Nos officiers vivaient avec nous, mangeaient la même nourriture que nous. À notre tête partageaient nos misères, nos malheurs et nos joies aussi. Ils n'étaient pas des machines à crier des ordres, mais plutôt des frères plus âgés ou même plus jeunes que nous, qui nous disaient quoi faire quand nous étions dans le pays. Ils étaient là pour nous aider à nous sortir de notre prétexte. Nous pouvions avoir confiance en eux, comme eux pouvaient se fier à nous. Nous serions tout morts plutôt d'abandonner nos amis, nos frères. Mot final sur le 22e, la vérification. Moi, je travaillais à un garage à Saint-Norbert, Cloutier Motors, à cette époque-là où on pompait le gaz, checkait l'huile, et on faisait tout. Puis c'était un petit peu comme un coffee shack. On avait notre clientèle qui rentrait, puis on jasait, etc. Puis un certain type, là, M. W, qui rentre, puis je m'excuse ici. Oh, pour quelque raison, on commençait à parler, puis lui aussi, il était vétéran, puis il ne sait rien en Italie, puis on commence à parler. Et j'avais mentionné que mon père était avec les VDG. Ce monsieur-là, fermier, il me regarde, il dit, « Anyone who knows me in this town knows I have no use for goddamn friendship. But when we were overseas and we thought the Bandus were within 10 miles of us, we kept our fucking nose shut. » So, tu retournes à la maison, là, ton père qui racontait jamais cette histoire, tu te dis, mais c'est OK, like, all right. So, c'est un petit peu ça le 22e. Le 6 février 1944, Paul, il rentre en service avec le 22e. Puis à cette époque-là, puis il est devenu membre du compagnie A, jeton numéro B. À ce point-là, des lignes d'hiver ont été établies. Pas grande avance, ça juste des affaires. Ça me faisait penser des camps scouts. Si on allait, puis tu avais, OK, tu avais le drapeau, puis tu avais une sorte de deux forts avec le drapeau, puis tu avais des fuyards, puis c'était tout essayer de sneaker, puis essayer de prendre ça, puis de le reprendre, etc. C'était comme un jeu, tu sais. Ah ben, OK, cette maison-là, là, on ne veut pas que les Allemands restent dans cette maison-là. Quand ça, à soir, là, on va envoyer une dizaine de gars pour essayer de reprendre cette maison-là. Bang, 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 que peut-être ils reprennent, peut-être non. Jour après, ben là, il faut défendre cette même maison. C'était juste, on dit, de petits guerres qui se passaient. Mais ça donnait l'expérience aux soldats, ça donnait un petit peu plus le sang-froid. Mais l'autre affaire, c'était l'hiver en Italie, là, c'est pas mon jour. C'est moi là, mon père disait, il écrit à sa sœur Jacqueline, puis il disait, vaut mieux moins rien que le temps parce que c'est tellement humide, on est gelé tout le temps et que ça propre. C'était vraiment difficile. Mais l'idée, c'est même si des petites chicanes, là, se tuer, là, t'es encore mort. C'est mort à t'idée, mort en essayer de prendre une petite pute dans le champ d'Italie. C'est la même chose. Puis c'est ça un petit peu l'histoire de mon père, parce que la plupart du temps, c'était dans des petits chicanes comme ça. Puis pour la plupart des soldats, c'était ça. C'était pas des grands jours G, etc. C'était des petites affaires de patrouille, et c'était pas ça. C'est un petit peu ça son livre. Au mois d'avril 1944, les Canadiens, toutes les forces canadiennes sont retirées de ce front-là qui était
près d'Orton, sur la rivière Arieli, puis il descend un petit peu plus au sud, puis il se rend pas loin du Mont Cassin, Mount Cassin. Et là, ils sont en train de faire un petit peu d'autres formations. Là, l'idée du Mont Cassin, c'est que c'est une bataille très importante en Italie. Dans les livres, dans les films, etc., ils parlent toujours de Monte Cassino, parce que c'est un branche, une montagne qui avait une abbaye là-dessus, des prêtres, je ne pas des monastères, qui je parle toujours, ben, il fallait prendre ce monastère-là. Ben, une seule raison que le monastère était important, c'est parce que tu avais le vallée du Liri, en bas de la côte, et le vallée du Liri, c'était le chemin pour Flandara. Comme ça, les Allemands qui contrôlaient cette côte-là, ils pouvaient observer tout ce qui se passait dans le vallée. Comme ça, ils disaient, OK, ben retire le canon, là, remette-le par, OK, boum, boum, patac. So, fallait prendre ça. Comme ça, les forces canadiennes, eux autres faisaient partie des forces qui étaient dans le vallée pour percer deux lignes, les lignes Buster et la ligne Hitler. Les Américains, ils avaient essayé ça, faire ça en hiver, ça n'a pas marché, tout. Ça, ils amènent les armées d'Angleterre, les Army, puis cette bataille-là. Puis ça, c'était une des grandes batailles du campagne en Italie. Puis ça, c'est une bataille pour mon père, qui a eu des cauchemars jusqu'à un jour qui a décidé. J'en suis certain que c'était pendant ces journées-là. So, la ligne Hitler, les Allemands, ils ont eu des perspectives. L'idée, c'est que les Canadiens voulaient monter, les forces alliées voulaient monter le Potin. Les Allemands, ils s'en foutaient à ce temps-là, mais l'idée, c'est on va forcer les Canadiens et les Alliés de saigner. On va construire des lignes de défense, puis ils vont venir, puis ils vont attaquer ça, puis on va en tuer des milliers, etc. Puis après ça, on va prendre une retraite, puis on va faire une autre ligne de défense. Ils vont revenir, etc. C'était un petit peu ça qui se passait. Les lignes Hitler, ils ont eu des mois précaires. Ça, il y avait des cassements en béton, des mitraillettes plachées, c'était une forme de ligne de défense très, très solide, très, très beaucoup de soldats, il a miné beaucoup de fusils anti-tank et toutes sortes de choses. So, le 11 mai, la cape contre la ligne Vistar commence, puis avec les forces, dans les faits, c'est plutôt une avenue des soldats indiens qui sont partis là-dedans, les Indiens. Et juste un petit sideline, là, les colonies d'Angleterre, India, là, il y a 5 millions de ces gens-là, ils se sont portés volontaires pour faire face contre les Japonais puis des Allemands, les fascistes, avec les forces britanniques. Dans les années, je pense, 70, là, quand il y avait question de, c'est que soit les polices montées ou les soldats d'armée canadienne, qu'il y en avait des Sikhs, etc., qui voulaient devenir morts, mais ben non, tu sais, ils portent des turbans, c'était hors règle, ça n'était pas partie des prévisions, blablabla. Mon père disait, écoute, là, en Deuxième Guerre mondiale, il y a personne qui avait des problèmes avec ici, puis on est très content d'y avoir avec nous autres. C'était plus ben les casquettes ont mal fité, etc. D'après mon père, c'était un pire bullshit. Mais c'était un peu ça. C'est eux autres qui ont lancé l'affaire. Ils ont pénétré les lignes de stave. Une fois que l'heure avance, commençait à ralentir, bien là, c'est à ce point-là que les forces canadiennes ils ont rempli dans la bataille pour reprendre d'avance. Comme ça, une des affaires qui, donc, les 22e, ont fait un petit peu un grand exploit. C'est entre les deux lignes, ils ont avancé à toute vitesse, etc. Il y a un gars qui a commenté que quand il voyait les inclusiennes partir en bataille, là, je me dis, pas comme ça, mais à demi debout là, avec la mitraillette, là, je s'avançais, il n'arrêtait pas. Il dit, c'est vraiment inspirant. Là, il arrive près du ligne Hitler. Mont-Cassin a tombé. C'est les Polonais, finalement, qui ont pris contrôle du Mont-Cassin. Comme ça, dans leur brillance, là, le leadership,
il fait force panique, une cité. Ben, peut-être que les Allemands, ils ont abandonné les lignes Hitler. Peut-être qu'ils sont tous partis. On va voir. OK? Puis on va lancer 2 compagnies. 2 compagnies, ça c'est 2 compagnies entières, là. On part d'à peine peut-être 250 hommes. Puis on va les envoyer, puis on ne peut pas les supporter avec les canons, etc., parce qu'on pense que les Anglais, ils ont de meilleures chances là-bas, là. Comme ça. Ah, d'excuses, là. On n'a pas assez de canons pour supporter l'avance de 2 compagnies. On va seulement envoyer une compagnie, le 22e. D'après eux, leur but était pour se rendre, 2000 là au bord du ligne, là, mais après le désastre, un reconnaissance and force. Mais mon père il était toujours fier de dire que les 22e, c'était les premières à affronter le ligne des terres. Ils n'ont pas pénétré. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce sont 4 massacres. Ils se sont trouvés, plus ou moins, il dit, entourés sur 3 bords par les Allemands. Puis les tanks qui étaient les supportaient, les Canadiens, pouf, 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 ils disparaissaient. C'était un désastre. Finalement, ils ont pris la retraite. Mais en lisant cette bataille-là, il est en train de dire, OK, ben, le lieutenant Leparte, qui était en charge du peloton de mon père, il est tué. Il y a le sergent qui a pris Chartres. Puis après ça, ben, le peloton numéro 8, je sais pas, je pense qu'ils sont perdus, ils sont disparus, etc. Ça. Tout ça pour dire il a passé proche. Puis c'était vraiment une horreur. Ils prennent leur retraite. Puis les 2 et 3 jours plus tard, quand ils lancent une deuxième offensive, beaucoup plus sérieux, ces mêmes soldats sont en campagne, puis c'est eux qui faisaient un tuer les réserves. Le 22e, c'est eux qui ont aidé à agrandir le trou qui a été percé dans les lignes. De compagnie A, avec M. Tellier, mon père, etc., c'est eux qui ont avancé de plus loin ce jour-là que les autres. Ils sont avancés tellement loin, ils ne savaient pas où ce qu'ils étaient. Il dit, ben, vous êtes où? Je ne sais pas. Ben, OK, envoie un tir de canon, là. OK, ben, l'explosion, il est 200 berges à notre gauche. So this is where we are. So, mais dans tout ça, je peux dire, OK, il était là, il a vu tout ça. Mais je ne peux pas dire que Robert Coleman, il était ça. C'est pas possible. On n'a pas ce détail-là. Mais c'était vraiment une désastre. Mais dans cette bataille-là, il va vraiment cochon. Pendant l'été 44, c'était une sorte de temps de repos. Réorganisation, il y a même des faut replénisser des armements, fournir les remplaçants, faire d'autres formations, etc. Il y a une des choses qui étaient le fun, c'est le 3 juillet, le 22e régiment ont visité le Vatican. Comme une gang. Puis, mon père, il a acheté une photo. Ça, c'est le 22e régiment, devant le Vatican. Puis mon père, il y a une cité. Il y a une selle. So, on avait cette photo-là chez nous, chez nous, puis des années. L'original n'est pas en bonne condition, mais j'ai réussi d'avoir une autre copie du musée du régiment. Mais il a visité le Vatican, puis j'imagine quand il a écrit cette lettre-là à Germaine Vrenon, sa mère, puis il dit Germaine Mayotte, il a visité, puis il a vu le pape. Là, vers la fin du mois d'août, il faut retraverser les Apennins. Ça c'est une autre affaire qui est assez drôle. Tu arrives, la rive est d'Italie, puis la rive sud, dépendant de comment tu regardes l'Italie, traverse les Apennins, Orton, traverse les Apennins pour le ligne Hitler, retraverse les Apennins pour prendre dans le coin de un petit peu plus au nord pour ce qu'on appelle le Gothic Line, dans le coin de Rimini, etc. Puis pendant un de ces voyages en convoi, là, ils se sont fait étrailler par un avion. Puis l'anecdote qu'on père m'a racontée, c'était qu'on regardait le ciel, c'était les Émirats, puis il y a un convoi de camions, un avion vient, ta. Puis le monde commence à se cacher
en dessous des véhicules. C'est ça, mon père. Ça, c'est ce qui... L'avion va pas chasser des individus dans les champs. L'avion veut, c'est faire détruire les camions puis les tests aussi, puis ça. Il me regarde. C'est espèce de sens. Et il me dit, écoute, quand un avion commence à te mitrailler, là, arrête de penser. C'est question de te sauver, tout ce qui peut être. En Italie, ils forment des blocs de foin, un petit peu comme on fait des blocs de neige là, pour le Festival du Voyageur. Ils font des formes en bois, ils mettent tout le foin là-dedans, puis c'est tout pacté, que ça flotte. Après ça, ils ôtent les planches, puis il faut couper le foin avec des scies. Mon père m'a dit, il a passé à travers deux de ces blocs-là, casquette, fusil, tac, tout son équipement. Pfiou! Il a passé tout droit, etc. Il dit, j'ai retourné. Il dit, l'espace était comme ça. Il a dit, je pourrais pas y passer nu. Là, il a passé à travers, c'est pas même graffiné. Il allait tellement vite. Puis ça, tout ça pour dire, là, quand on est peur, là, quand on veut se sauver, on pense qu'à des choses, puis il a passé. De ligne gothique, puis ça, c'est une des affaires et de façon que je faisais mon travail, puis je commence avec le général. C'est OK. Le grand bataille, les grands mouvements, etc., etc. Puis en fin de compte, OK. Là, je m'en vais citer le dossier de mon père pour voir, OK, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces semaines-là, etc. Mais j'avais passé des semaines à tout rechercher, pénétration du Dingerpick, etc., ou votre transport du Motsectona. Il n'était pas neutre. Il était envoyé encore une autre fois au NCO School pour avoir un petit peu plus de formation. Il a appelé ça left out of that. Pour ça, il n'a pas participé. Comme ça, je parle un petit peu mais il n'était pas là. Bonne chose, parce que pendant ces batailles-là les Gothiques, le 22e s'est fait de se faire beaucoup de casualtés, y inclut le peloton numéro 7 et ligne 9. Comme ça, s'il a été là, peut-être les autres, on serait sinon. Donc, une fois, il y a eu des promotions. Il est devenu Lance Corporal le 29 juillet, Acting Corporal le 5 octobre, plus ou moins après cette bataille-là. Vers la fin 44, il a fait ça, les batailles de rivière. L'idée, c'est qu'ils ont pénétré le ligne gothique, puis ils pensaient, OK, là, on va rentrer dans le palais de la rivière Pau, là, ça va être tout facile, etc. Mais en Italie, vous avez les Apennins, vous avez tout expliqué. Mais toutes ces petites rivières, ils ont des digues, des débords, des levées des débords. Entre les rivières, c'est des marais, quand c'est pluvieux, etc. Comme ça, c'était passer une rivière, passer une autre rivière, puis les Allemands faisaient des défenses à chaque hiver. Puis c'était ennuyant, très difficile, beaucoup de casualtés, etc. Mais encore, quand ça suit ça, ça n'a pas de fun. Et après ça, ils ont formé d'autres lignes d'Irak. Puis, c'est eux des seuls points que j'ai utilisé une référence spécifique au peloton numéro 7. Ou numéro 8, mon père avait été dans cette époque-là. Puis, ils ont envoyé un groupe d'autres, puis l'autre peloton se sont fait massacrer. Apparemment, il y avait juste un gars qui était vivant. D'autres pelotons, ils ont réussi à avoir... Mais c'est une des seules classes où je te dis, OK, je peux dire, dans ces 200 verges-là, mon père y était. So, that's right. Vers fin mars, 8 mars, toute l'armée canadienne s'organise avec beaucoup des troupes américains et britanniques. Ils s'appelaient Operation Goldsey pour partir d'Italie, comme ça, pour faire les Apennins une autre fois, monter en bateau pour se rendre à Marseille et prendre le voyage au Belgique pour rejoindre le restant de l'armée canadienne qui allait rentrer en Europe au mois de juin de 44. Mais une des ironies, c'était tout si peu, parce que les Allemands, en Italie, ils voulaient toujours savoir où sont les Canadiens. Parce que, d'entre eux,
s'ils savaient que les Canadiens étaient à telle classe, OK, c'est là où on va avoir des problèmes parce que les Army, etc., les Canadiens étaient un des meilleurs étés. So, pour les Allemands ou surtout les Canadiens, c'est là où on va avoir des problèmes. Comme ça, quand les Canadiens ils ont parti d'Italie, ils ont laissé les gens parler aux radios, puis faire semblant, ils peuvent encore voir, etc. Puis c'était tout un grand secret. Et l'idée que quand ces gars-là traversaient la France, ils ne pouvaient pas faire. Il n'y avait pas de droit de parler en français. Parce que, j'imagine, les espions allemands, aussitôt qu'ils voyaient des soldats britanniques parlant le français, ils sauraient qu'ils étaient des cons. So, ils n'ont pas eu chance de parler en français après la France. Là, ils arrivent en Hollande. J'avais demandé qu'on perd, tu sais, Hollande, tu sais, oh ben, par le temps où c'est rendu là, c'était presque fini, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais entre Italie et Hollande, c'est à ce point-là qu'il est devenu acting sergeant. C'est à ce point-là qu'il est devenu le sergent du peloton numéro 8. C'est à ce point-là que là, il est maintenant, c'est un gars qui est en charge de Panthéon. Puis c'est à ce point-là, il faut aussi remarquer que le capitaine du compagnon, c'était Louis Delisset de Saint-Boniface. Puis il est devenu juge. C'était un ami de mon père après l'ère. Mais pour dire, mon père n'était pas le seul francophone au Québec avec le deuxième, avec Pivel, ou plusieurs du Manitoba, etc. Mais Delisset, il était ici le capitaine. Puis ils ont participé dans vraiment île la table. Ils appelaient ça la bataille des Saints. Battle of the Five Woods. C'était une petite affaire. C'est comparé à les grandes batailles, etc. Mais c'est une série de petites forêts occupées par les Allemands. Puis, il fallait les caler. So, c'était une affaire de un jour et demi. Puis moi, j'ai passé à travers qu'est-ce que j'avais, etc. Puis j'ai été dans mon petit chapitre, mes 3-4 pages sur ce petit papier-là, où est-ce que mon père, il a ramassé un Luger, c'est parce qu'il faisait capturer des amenards, puis il prenait des souvenirs. Il a changé de Luger pour un autre fusil, parce que d'après lui, les Lugers, apparemment, ils étaient pour être tout être confisqués par le gouvernement du Canada, etc. Mais avec ce bataille-là, entre-temps, moi, j'ai plus ou moins fini mon manuscrit, ça fait 1 an. Et entre-temps, d'autres, j'ai rencontré, à travers Internet, un gars, un Hollandais, qui avait fait une lettre sur Operation Carrick Shot, qui a un chapitre sur une bataille des Saint-Louis. Je suis en contact avec un Yann Piché. Son père était dans le peloton de mon père, puis lui vient tout juste de visiter Balange, puis il a pris des photos de plusieurs classes dans ces Saint-Bois-là. On a un autre gars qui tourne Roger Chabot, qui a tourné des documentaires où ce qui visite des anciens sites de bataille. Son dernière version, pas plutôt avec tous les victoire finale, s'est lancé, ça fait juste 2-3 jours. Il parle des batailles du bataille de Saint-Bois, puis lui aussi, il est en train de tourner des. Comme ça, c'est une dizaine d'exceptions de 5 pages, là. Il faut que ça va agrandir avec une dizaine de photos, etc. Parce que moi, ça, c'est mon discipline. Si j'ai l'information, on va l'inclure. Si j'ai pas l'information, j'ai rien dit. So, participant dans ce papier-là, puis il fait partie libération de l'offre. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé, je ne veux pas dire triste, mais en Hollande, peut-être une semaine et demie avant la capitulation des Allemands, il y avait une cesse-feu entre les Allemands et les Canadiens. Parce que les Hollandais crevaient de faim. Les Allemands, dans la Hollande propre, ils étaient plus ou moins isolés. Puis ils ont décidé, OK, on va arrêter de se tirer sur l'autre, puis on va commencer à faire venir, à partir de la nourriture aux citoyens qui sont encore occupés par les Allemands, etc. So, les papas sont finis pour certains des sergents. Mon père, c'était pas de volontaire pour être un instructeur dans une autre NCO School. Maintenant, il n'est plus étudiant, il est un des instructeurs. Comme ça, fin avril jusqu'au mi-juin, il est instructeur
dans cette NCO School, pas loin d'Alterdorn, qui était déjà libéré par les soldats canadiens. Comme ça, avec le Victory Europe Today, puis quand les soldats canadiens ils ont rentré dans Amsterdam, puis les grands parades, les enfants qui ramassaient les chats-là, puis les femmes qui sauvaient les soldats, puis les hommes qui... Mon père, il n'a pas dit ça. Lui, il était prof d'école. Il n'a pas participé dans ces grands parades-là. Donc, c'est que de manquer tout ça. Puis ils vont en parler de lui, là. C'est grâce à la sonde, tout ça. Aussi, en fin de guerre, question de retourner de ces soldats. Ça a pris 3-4 ans pour envoyer des millions de soldats d'Amérique du Nord en Europe. Ils ne vont pas revenir dans 3 semaines. Faute de bateaux, etc., ça prend du temps. Puis, ils ont lancé un système, ils appellent un système de points. Si tu étais là, si tu avais passé outre-mer en 1939, ça faisait déjà 6 ans que tu étais là et que tu étais en première ligne pour retourner chez toi. Comme ça, il fallait ramasser les points. Combien d'années outre-mer, combien d'années de service, est-ce que vous êtes marié, ça compte les points, ça. Mon père, il avait pas assez de points. Mais si on se portait comme volontaire pour s'établir dans la guerre du Pacifique, qui n'était pas encore terminée, mais là, on va t'envoyer au Canada, on va vous donner une laisse-passer de 30 jours payés, puis après ça, vous allez se lancer dans une nouvelle formation, etc., pour préparer pour aller faire face au propre. C'est ça le choix que mon père l'a fait. Comme ça, au lieu de retourner avec de 22 ans au mois d'octobre 1945, où il y avait des grands parades, des Vicitec, des célébrations, des banquets, tout capable. Mon père retourne au Canada au mois de juillet. En général, t'aimes ça de retourner IRE. C'est pas grand-papa. Pas de parade. OK? Il n'y a pas eu de parade. Puis lui, il disait que j'avais demandé, tu sais, service, tu savais bien que ça pourrait être fini par le temps qu'on a été envoyé. Il le savait. Les gens ne savaient pas. C'est pas comme, écoute, là, on a des parles attendiques, là, on sait finir ça très bien. Il était 45, là, il attendait une autre 2-3 années de guerre contre des Japonais. Il pensait que ça prendrait tellement de temps-là pour envahir des îles japonaises une à la fois, etc. Puis les Américains estimaient des casualtés de 2 millions. Puis, tu sais, les soldats qui ont supporté Bas-Lampèche, pour ça, ils ne savaient pas toutes les informations. Comme ça, l'idée qu'ils étaient prêts à servir une deuxième fois. Mais à ce temps-là, il disait qu'il voulait plus ou moins être instructeur. Il a écrit à sa Jacquin, il dit le concept, c'était que les soldats canadiens en Europe, ils étaient habillés comme des Britanniques, formés par les Britanniques, équipés par les Britanniques, etc. Quand les Japonais, ils étaient pour être formés par les Américains, équipés par les Américains, porter plus ou moins presque les uniformes, les équipements américains, etc. Comme ça parlait qu'il allait faire se former je ne sais pas, à Kentucky, toutes sortes de choses. Mais lui, il est retourné comme ça, sans fanfare. So, c'était un petit peu ça. Pourquoi ce projet-là, j'étais tellement content de faire, parce que dans ce sens, c'était le parade que mon père n'a jamais eu. Mais aussi, le courage qui est de là, comme j'ai mentionné que j'ai sauté une page, pour porter volontaire contre les Japonais, il écrit à sa sœur. The question, the one I have chosen, do you volunteer to serve in the Pacific? To this all, I thought, go to Canada for training, 30-day leave, see my family, my girlfriend, all right. Decide if you want to get married later on. I didn't think of going on and fight, as we may never get there. It may be over by then. I may also get a job as an instructor. This is possible as I taught both English and French, and being in the French regiment and all training done in English, I would be the man they would look for, learn it in English, teach it to the men in French. This job, I have a decent job of getting it. Then I thought about my friends who spent 5 years overseas, saw action, and still volunteer. Why wouldn't I? I'm young and adventurous, maybe crazy.
but I myself don't think so. I have never regretted the day that I joined the Army, and I don't expect to regret the day I signed this time. Another thing I thought, if all my friends who paid with life and blood for victory over in Europe, I paid with sacrifice hardships, I can do again for my camp. If you go for words of old Campbell and get their meeting, it will tell you why I, your loving brother, has done this brave act of volunteer. I know, Jacqueline, you may not understand me when I talk this way. What I have written here is nobody else's idea. It's my own. I concentrated on them and made up my month. I know Mother will be shocked when the news is brought to her, but Jacqueline, I have confidence in you to help me make her understand. I know it is hard for a mother to see her boy go and fight, but a mother should also be proud. I know Mother was proud when people talked to her about it. She then didn't think of my foolishness. She thought of the brave act. She was proud to have a son in the Army fighting against those who wanted to destroy our world, religion, our country, and homes. I saw a war-struck country and never would like to see Canada in such a state. That is why, Jacqueline, I prefer going to the enemy than wait for him at home. I alone am in danger when I go, but if we sit and wait, our family, our home, and country could be destroyed. Enough of this speech, and let's change the topic. So, puis, je te reconnais, mon père. Je lis ça. Who is this guy? C'était pas un gars qui avait beaucoup d'émotions, on parlait pas de feelings, tout ça. Puis je lis ça, puis je trouve ça étonnant. Il retourne au Canada fin juillet. Il s'en va visiter le ferme à Union Point de John Met, et ainsi non Met. Puis pour rencontrer, pour voir sa girlfriend, Félixine. Il l'a pas vu depuis le mois de septembre 1943. Puis d'après mon oncle Cyril, il était là pour l'aider un petit peu avec le refaire. Il était là de 15 août, quand il était annoncé que le Japon était pour se rendre. Il dit, ton père, il n'a pas dit mieux. Il a passé 1h30 juste marcher autour du couvre-feu. Il n'a pas parlé à personne, il était tout seul, etc. Comme ça, j'imagine les émotions, tout ce qui a passé dans cette tête, c'était vrai. Il s'est marié c'est son fiancé le mois d'août, le 45. Ils se sont mariés le 19 juillet 1947. Ils sont redéménagés à Cadipo, mais ils sont arrivés ici à Saint-Boniface pour vivre en 1951, puis il est resté là à Saint-Boniface jusqu'à 61, déménagé à Saint-Albert. Juste une couple d'anecdotes à cabinet. Puis il a demandé, mais tu sais, où est-ce qu'on trouve le courage? T'sais, parce que les Allemands sont cachés, ils ont une mitraillette, il est ici, tout ça. Tu les vois, les soldats qui sont en ligne, là, puis ils s'avancent. Il dit, écoutez, c'est une question, c'est mon tour, c'est mon tour. C'est pas mon tour, c'est pas mon tour. Tu marchais, le gars, à 4 pieds debout, se fait couper en deux. L'autre gars, il a faisé dans le genou. Toi, t'es pas bien fini. Comme ça, tu comptes parce que c'est pas ton tour, c'est pas votre tour. Comme ça, c'est à ça puis comme si c'est pas. Je veux pas parler, mon père il était tout comme ça, ces hommes-là. Tous les vétérans. Les gars, tu sais, c'était not my turn. Je l'avais demandé une fois pourquoi il a décidé d'aller dans l'infanterie. Il dit, quand il a pensé à ton de l'infanterie, s'ils vont te tuer, c'est toi qui y tues. C'est toi qui se fais blesser. C'est dans un avion, là. Tu sais, l'obus peut frapper l'autre bout de l'avion. C'est en difficulté. Dans le navire, là, le torpedo peut s'exploser, là. Tu sais, 100 pieds de toi, là, tu en avoir des problèmes. Là. Comme ça, comme soldat et l'infanterie, c'est par semaine. Tu sais, le gars kill lui. Tu sais, c'est quand il était mis comme ça. Puis d'autres, puis ça, c'était une histoire que je trouvais toujours fascinante. Lui puis une gang couchaient dans une casa, petite maison en état. Il dormait. Le matin, il se lève. Il y a un petit clou de 4 pouces, là, dans un des murs. L'autre mur, parti. Pas de mur. Il dit, on n'a pas réveillé, on n'a rien entendu. C'était un obus qui a passé juste tout droit. C'était un dot, là, peut-être qu'il a juste fait tomber. Puis, est-ce qu'il y avait l'explosion? On n'a aucune idée. Mais
Tu prends des histoires comme ça. C'est ça que je voulais partager avec ma famille, puis que je voulais apprendre moi-même. Mais en même temps, c'est pour célébrer tous les vétérans, tous les soldats qui ont passé à travers ces horreurs. Merci, Binet, pour votre attention. Et j'ai apporté certains livres, etc., comme il dit à l'école, là. C'est bon pour votre travail, mais ça va vous donner un petit peu d'idée de manuscrits s'il y en a qui veulent fêter. So, merci beaucoup, et à la prochaine. Des questions? You forgot grandma's name. Oh, Germaine Paul, c'est ça. Bon. Mais se marie à deuxième noce pour la donner jeune au gras. Genre, d'autres questions? OK.